Alors, l'association La Robe Noire est une association loi 1901, une association française composée que d'avocats qui ont la particularité d'être des avocats issus de la diaspora. On va dire plus généralement d'ailleurs d'afro-descendants, c'est-à-dire des avocats aussi bien caribéens qu'issus du continent africain. Et cette association avait notamment pour objectif donc la défense des droits de l'homme, la promotion du continent, mais aussi donner une meilleure image de l'Africain, de l'homme et de la femme noire, ici en Europe et tout particulièrement en France, et aussi d'aider les jeunes juristes noirs qui avaient de grosses difficultés, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, on est en France et qu'il y a un certain racisme, qui aidaient aussi les jeunes juristes noirs à pouvoir intégrer des cabinets d'avocats, à pouvoir porter un jour la robe. Donc cette association, le président Laurent Gbagbo en a entendu parler et a demandé à inviter donc les membres, les avocats composant cette association. Donc le président a toujours été assez intrigué par cette association, et puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup les avocats, la robe, les plaidoiries, donc qui a demandé à nous rencontrer. Donc on l'a vu à plusieurs reprises, hein, et puis durant l'année 2010, il nous avait de nouveau invités pour la pré-campagne électorale, et donc on était là, on a assisté, on l'a un peu suivi sur tout le territoire ivoirien, et puis lorsque les événements de la crise post-électorale sont arrivés, c'est vrai qu'on a tous été assez intrigués par ce qui s'était dit et par l'image que l'on avait de ça dans les médias français, qui ne correspondait pas à l'homme que nous connaissions. Et puis surtout, les images étaient terribles, parce qu'on se souvient tous de l'image où on voit Damana Picasse arracher des feuilles, et ça donnait l'impression, comme ça vu de l'extérieur, d'une certaine mauvaise foi. Donc on a décidé quand même d'y retourner, parce que l'avocat a cette particularité, c'est, avant de pouvoir se faire un point de vue, en tout cas un bon avocat, c'est d'avoir le point de vue des deux côtés. Voilà. Et quand on est parti, là on a eu une toute autre version des faits, puisqu'on a pu discuter longuement avec le président, avec Damana Picasse aussi, qui a donné sa version, et qui n'avait rien à voir avec ce qui était dit dans les médias français. On a récupéré un certain nombre d'éléments, on a vu des éléments sur les bourrages d'urnes, les personnes qui avaient été molestées, voire violées, une personne qui avait été tuée aussi, une des personnes qui travaillait à la résidence qui avait été brûlée vive. Donc on avait quand même un certain nombre d'éléments qui nous interpellaient. Et c'est vrai que certains d'entre nous, alors on va nous dire peut-être naïf, mais on s'est dit mais il suffit en fait de revenir en France et d'expliquer les choses avec les éléments, de manière à pouvoir en tout cas recadrer les choses et dire bon, essayer de trouver une solution pacifique pour la Côte d'Ivoire, mais il n'y avait pas un gentil et un méchant, et que la présentation qui était faite comme quoi Ouattara avait gagné les élections ne correspondait pas à une réalité. Sauf que effectivement, lorsqu'on est revenu, et là moi personnellement, je me suis aperçu que c'était déjà bouclé. Personne ne voulait entendre ça. Il n'y avait pas de possibilité d'expliquer, d'argumenter, parce qu'on avait face à nous un mur. Que ce soit les journalistes ou autres, personne ne voulait entendre cette vérité. C'était plié. Ouattara était le vainqueur et Gbagbo était le mauvais perdant. Point. Et c'était impossible de revenir sur des éléments... mais des éléments élémentaires. Mais on s'est quand même, je me suis quand même battue, d'autres confrères aussi, multiplier les conférences, essayer d'informer les gens de cette vérité.
Mais bon, je pense que le politique, en tout cas la France, avait déjà décidé et c'était plié. Et puis quand on voit les bombardements qui s'en sont suivis, des bombardements, il ne faut pas perdre de vue qu'on parlait d'un contentieux électoral. On parlait d'un contentieux électoral. Et ça se finit avec des bombardements sur la résidence présidentielle. Ça m'a, moi, particulièrement choqué, mais ce qui m'a intrigué, c'est que quand je discutais aussi avec des jeunes Ivoiriens qui ne connaissaient de la Côte d'Ivoire qu'Abidjan, et encore, la Côte d'Ivoire, c'était les vacances, c'était la fête, ils ont tous été touchés. Parce que ça fait mal, en fait, de voir son pays bombardé. On ne se rend pas compte, mais ça fait extrêmement mal. Et c'est là, finalement, qu'on se rend compte de l'attachement que l'on a pour ce pays. On ne se rend pas compte comme ça, mais voir son propre pays bombardé, c'est douloureux. Et ça a été une grosse claque pour beaucoup, je pense, de jeunes Ivoiriens qui n'étaient pas spécialement politiques ou qui n'avaient pas spécialement de préférence entre Ouattara et Gbagbo, mais qui, là, ont vu leur pays attaqué par la France, et ça fait terriblement mal. Et puis ensuite, quand on voit le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Gbagbo, les conditions de leur capture, l'humiliation, parce qu'en fait il fallait en faire un exemple sur le continent africain. On ne résiste pas à Sarkozy, on ne résiste pas à l'État français, ou on finit comme ça. On a bien compris le message. C'est douloureux. L'humiliation a été extrêmement douloureuse. Et à partir de ce moment-là, il fallait continuer le combat. Il était important de revenir dans un cadre légal, ou en tout cas de rappeler le droit. Et puis j'ai été contactée par les enfants du couple présidentiel, parce qu'ils voyaient bien qu'ici en France, on était un certain nombre à essayer d'organiser les choses. Et c'est comme ça. Et puis il fallait aussi des avocats que le président connaissait, qu'un collectif a été mis en place à l'initiative d'Alain Toussaint, qui était le conseiller du président Laurent Gbagbo, et de maître Rodrigue Dadje, afin d'assurer, de représenter les intérêts du couple présidentiel. Donc c'est à l'issue de cela que j'ai été à Korogo, en mai 2011, avec d'autres confrères, dont Hervé Guaméné, qui est un avocat ivoirien et qui se bat aussi beaucoup depuis le pays, avec les risques que cela représente, parce qu'il faut le reconnaître, on n'était pas beaucoup à accepter, en mai 2011, il faut se remettre dans le contexte, à aller au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui voulait y aller, hein. On a eu beaucoup de confrères qui ont exigé des conditions de sécurité monstres. On dit ouais, mais attendez, nous on est avocats, on y va, on ne peut pas assurer la sécurité des autres. Enfin, on prend un risque, on le sait, mais on y va. Donc on a été peu nombreux, mais quand même à partir à Korogo pour voir le président. Ça a été extrêmement difficile parce qu'on s'est rendu compte que c'est un État vraiment, on était vraiment pour le coup dans un état de non-droit où les com-zones étaient tout puissants, avec des barrages organisés par les DOSO. C'est les DOSO qui faisaient la sécurité. Voilà, vraiment, quand certains parlent de dosocratie, en toute honnêteté, nous on l'a vu. C'est-à-dire, quand on voit des DOSO prendre nos papiers, vérifier nos identités, des gens qui ne savent même pas lire, enfin, c'était aberrant. Il fallait se plier, parce que vous avez en face de vous des gens armés. On se dit, la Côte d'Ivoire est tombée bien bas. Et on s'est battu donc, pour essayer de voir le président Laurent Gbagbo. Ça a été compliqué, puisque le commandant de zone nous expliquait en gros que lui, fallait qu'il ait l'autorisation de Soro, de Soro, d'Ahmed Bakayoko et de Ouattara. C'est eux qui décidaient si on pouvait voir le président ou pas. Voilà. Donc bien évidemment, c'était impossible, c'était extrêmement compliqué, ils nous ont empêchés de le voir. Comme on savait, on nous avait dit, on avait vu dans les médias qu'il serait dans la résidence présidentielle de Korogo, on est parti à la résidence et là on a été mis en joue. Il y avait quand même des forces onusiennes ou de pseudo-forces onusiennes, mais étaient complètement acquises à Ouattara, qui nous ont quand même mis en joue avec leurs armes pour nous demander de partir, alors qu'on demandait juste à voir le président Laurent Gbagbo. Et en fait, il a fallu attendre l'arrivée du procureur Simplice Quadio pour que, dans sa grande bonté,
une demi-heure avant qu'il procède à l'audition du président, qu'il nous permette d'avoir un échange avec le président Laurent Gbagbo. Je dis tout ça parce que l'attitude même des juristes m'a choquée. Je ne peux pas comprendre qu'un procureur de la République puisse accepter qu'on empêche des avocats de voir leurs clients. Donc ça a été compliqué. Donc on a laissé finalement le jour de l'audition une demi-heure pour nous entretenir. Et c'est là où le président nous a dit clairement qu'il n'était pas dans la résidence à Korogo, qu'il ne vivait pas là, qu'on l'a emmené en fait dans le cadre de l'audition, mais qu'il ne vivait pas là, qu'il vivait dans une petite maison, ou en tout cas dans une pièce où il ne voyait même pas la lumière du jour, que ses conditions de détention étaient extrêmement difficiles. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la situation et de la mise en scène faite par Ouattara, qui avait alors indiqué, oui, il est dans cette résidence, on respecte son statut d'ancien président de la République. Non, rien du tout. Il était traité dans des conditions extrêmement difficiles. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu que j'ai revu le président à Korogo et qu'on a décidé à notre retour, en tout cas mon retour en France, qu'il fallait être beaucoup plus offensif en ce qui concerne ces gens-là, qui avaient le soutien de la France, parce que tout cela a été fait, mais quand vous alliez, quand on a alerté, parce qu'il y avait la division des droits de l'homme de l'ONUCI sur les difficultés qu'on avait à accéder à notre client, c'était pas leur problème, hein, c'était pas leur problème, on pouvait sensibiliser personne, ça n'intéressait personne. Bon, donc c'est extrêmement compliqué et donc à mon retour de Korogo, je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus offensif, fallait qu'on ne néglige pas l'aspect médiatique, ça serait difficile parce qu'effectivement on part de loin, le président était présenté comme le mal incarné, on parlait de... Et puis même dans les mots, parce que je trouvais que les journalistes, dans le choix des mots, peignaient un tableau assez négatif du président. Quand on dit que le président était pris dans son bunker et qu'on est européen, bunker, ça fait référence à Hitler. Donc on voit bien l'amalgame qui était fait, alors qu'il n'y a pas de bunker à la résidence présidentielle. Il n'y a pas de bunker, il y a un sous-sol. Voilà, ils étaient dans le sous-sol parce que les bombes tombaient sur la tête et qu'on ne pouvait pas rester dans les pièces. Donc ils sont partis trouver refuge dans le sous-sol, pas dans un bunker. Mais voilà, les mots étaient choisis d'une telle manière que c'était compliqué. Et puis il y a eu tellement de contre-vérités. On nous présente, on lui dit, bon, il s'est maintenu au pouvoir pendant 10 ans. Et on ne dit pas qu'il est arrivé par la voie des urnes en 2000. On ne dit pas qu'en réalité il a gouverné que 18 mois, jusqu'au 19 septembre 2002, date du coup d'État. On ne dit pas que depuis cette date, on lui a imposé une cohabitation avec les rebelles, qui pourtant étaient suspectés d'avoir commis de graves crimes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et que donc Ouattara, les Soro et autres sont au pouvoir depuis 2002. Ça, on ne le dit pas. Voilà, on ne dit juste qu'il est au pouvoir pendant 10 ans. C'est faux. Je veux dire, quand on est français, on sait très bien, et qu'on voit par exemple la présidence de Mitterrand pendant 14 ans, on sait que Mitterrand a dû faire face à une cohabitation, et que donc il n'a pas gouverné pendant 14 ans, parce qu'à un moment donné, Chirac était le Premier ministre, et que c'était une politique de droite qui était menée. Voilà. Mais en France, tout en sachant cette notion de cohabitation, et bien, lorsqu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire, on l'omettait volontairement pour faire croire que le président se maintenait au pouvoir. Il n'a pas gouverné. Comment voulez-vous gouverner avec, dans votre gouvernement, des rebelles, des gens qui ont tué, qui sont suspectés d'avoir tué, d'avoir massacré des Ivoiriens? Et vous le faites au nom de la paix, au nom de la réconciliation, pour convaincre ces gens-là de déposer les armes. Mais tout ça n'est pas dit. Donc effectivement, le président n'a gouverné que 18 mois. Voilà, jusqu'à septembre 2002, il n'a jamais pu appliquer son programme de gouvernement, jamais, puisqu'après, il s'est évertué à convaincre ses adversaires de déposer les armes. Il a tout fait, des concessions sur concessions, pour leur donner des gages, en leur disant « mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on aille à la paix ». Sans que... Et il ne devrait pas accepter non plus que le pays soit coupé en deux. Enfin, concrètement, il a tout fait. Mais ça n'a
ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce qu'effectivement, ces gens-là, quand même, il faut s'interroger sur qui les armait, qui leur vendait des armes, qui leur donnait des armes. Selon leur propre déclaration, ils avaient comme base arrière le Burkina, mais le Burkina n'aurait pas pu faire ça seul. Sans le soutien, à mon sens, de la France, ils n'auraient pas pu faire un certain nombre de choses. Donc voilà, et puis quand on voit que toutes les résolutions votées contre la Côte d'Ivoire ont été à l'initiative française, ça devient gênant. Et puis surtout, la chose que l'on ne dit pas, c'est que la CPI, puisqu'on en reviendra par la suite à la CPI, mais la CPI qui tout d'un coup s'émeut de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la CPI depuis 2004. Depuis 2004. Le président Laurent Gbagbo a dit, bon, si c'est moi qui mène les enquêtes sur les événements de 2002, vous allez dire que la justice qui est donnée est une justice aux ordres. Donc vous, la CPI, qui êtes censée être neutre, menez les investigations sur ce qui s'est passé en 2002. Il y a eu trop de morts. Le peuple ne peut pas accepter ça. Il faut que justice soit rendue au peuple. Mais on n'a pas entendu Ocampo. On n'a pas entendu Ocampo pendant 8 ans. Alors c'est vrai que Ocampo va dire par la suite, ah bah oui, mais le pouvoir ne nous permettait pas de venir, il ne nous donnait pas les visas, etc. Mais en réalité, ce sont les ministres rebelles qui ne permettaient pas donc à la CPI de venir. Ça, ce n'est pas dit. C'est eux, ils avaient les postes qui leur permettaient d'eux, donc ils bloquaient systématiquement, ne permettant pas la venue de la CPI. Et voilà, pendant 8 ans, ce à quoi le président Laurent Gbagbo a été confronté, ça n'a pas été évident, et j'ai même envie de dire qu'en réalité, lorsque les élections de 2010 interviennent, ils n'ont toujours pas désarmé. Ils n'avaient toujours pas désarmé, mais la pression était telle, et la France, les médias présentaient les choses d'une telle manière, comme si le président voulait absolument se maintenir au pouvoir, mais qu'il fallait aller aux élections. Oui, très bien, mais sans demander aux autres de désarmer, sans que la République de Côte d'Ivoire ait un contrôle sur le nord du pays. On vous dit, c'est pas grave, il faut aller aux élections. Et puis on a eu la crise post-électorale. On a eu la crise post-électorale, pourquoi? Parce que quand vous voyez qu'au nord, il y avait plus de votants que d'inscrits, qu'il y avait des bourrages d'urnes à outrance. Quand vous voyez tout cela, oui, il y a une difficulté. Puis ce qui est encore étonnant, c'est que malgré tout cela, le seul à se rattacher à la légalité, c'est-à-dire le seul à se dire, bon, ok, il y a eu pas mal d'irrégularités, je saisis le Conseil constitutionnel, c'est le président Laurent Gbagbo. Alors, le document des charges du procureur, faut savoir que le procureur, c'est l'accusation. Donc, le procureur, son objectif, effectivement, c'est de démontrer que le président Laurent Gbagbo est un vil criminel qui a tué des centaines de personnes. Ça, c'est l'objectif du procureur. Bon, alors, dans ça, ce qui est difficile, parce que le procureur, finalement, dans le système que l'on est, dans le système de la CPI, le procureur a un rôle un peu hybride, c'est-à-dire il est un peu procureur, un peu juge d'instruction. Il est censé mener des investigations à charge et à décharge, de manière à ce que, parce qu'il a plus de moyens que la défense, donc il est censé donner les éléments qui peuvent aussi permettre à la défense de démontrer l'innocence du président. La difficulté que l'on a déjà, c'est vis-à-vis du procureur, c'est qu'elle est loin. En tout cas, elle n'apparaît pas comme étant impartiale. Elle n'apparaît pas comme étant impartiale. Concernant les enquêtes, le président Laurent Gbagbo a effectivement demandé... Premièrement, il y a un non-sens, puisque le président, enfin, en tout cas le ministre de l'époque, avait saisi la CPI pour dire enquêter sur les massacres intervenus en 2002. Pas de réaction de la CPI. C'est le document de 2003-2004, en fait, qui arrive à la CPI. Ils ont demandé à ce que la CPI mène des investigations. La CPI, alors là, on a deux versions. C'est-à-dire, du côté ivoirien,
La CPI n'a pas réagi, enfin le procureur n'a pas réagi. Côté procureur, on va nous expliquer qu'on ne lui donnait pas les visas, etc. Sauf que les ministères, enfin, comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ce sont les ministres rebelles, enfin, qui représentaient la rébellion, enfin les forces pro-Ouattara, c'est eux qui bloquaient, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à permettre au procureur de venir. Ils n'avaient aucun intérêt. Donc ils bloquaient, ils ne permettaient pas à la CPI de venir. Bon. Mais la demande qui a été faite par le président Laurent Gbagbo ne concernait que les événements intervenus en 2002. Quand on arrive en 2010, bon, la CPI va se retrouver, le procureur va se retrouver dans une position difficile. Laquelle? C'est que Ouattara, quoi qu'on dise, en décembre 2010, Ouattara n'était pas président de la République. Et c'est pas parce qu'il envoie un petit courrier au Conseil constitutionnel que ça fait de lui un président de la République. Il n'était pas président de la République. Le Conseil constitutionnel a proclamé un vainqueur de l'élection présidentielle. Bon. Donc Ouattara n'avait pas le pouvoir effectif, mais il n'avait même pas l'onction constitutionnelle. Il n'était pas président de la République. Bon. Mais il va quand même écrire à la CPI en disant « Menez des investigations sur les événements qu'on est en train de vivre ». Voilà ce qu'il va faire. Le 11 avril, après les bombardements, quand ils attrapent le président Laurent Gbagbo, Ouattara réécrit, après sa prestation de serment, il va réécrire pour demander des enquêtes sur les événements. Sauf que lorsqu'il va écrire pour demander, la CPI va se retrouver en difficulté parce qu'elle va avoir 2 courriers de Ouattara. D'ailleurs, il va essayer de réduire la période parce qu'il est embêté. En fait, il veut bien qu'on enquête, mais seulement sur les crimes prétendument commis par les forces pro-Gbagbo. Il ne veut pas trop qu'on enquête sur son camp. Donc, il va essayer de limiter la période. Voilà. Et la CPI va se retrouver avec une difficulté légale. Puisque tout le monde est d'accord pour dire que Ouattara a prêté serment en mai 2011. Si Ouattara était persuadé d'être le président de la République depuis décembre 2010, pourquoi prête-t-il serment en mai 2011 ? C'est parce qu'il sait qu'il n'était pas président. Donc la CPI, qui est consciente de cela, se dit « mais alors comment on fait ? Comment on fait pour essayer d'expliquer qu'on va enquêter sur les événements intervenus durant cette période-là, sachant que la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome ?» Bon. Donc, ils vont faire leur petite sauce en disant « oui, mais comme Gbagbo nous avait écrit en 2004, donc on est compétent pour enquêter sur tout depuis 2002. On est compétent sur tout. Donc on peut enquêter sur les crimes commis durant la crise post-électorale. Parce qu'on a un courrier de Gbagbo qui date de 2003-2004, de cette période-là. Voilà, c'est-à-dire ils se fondent sur, non pas véritablement le courrier de Ouattara qui ne valait rien, mais sur le premier courrier émanant du président qui, de surcroît, lui, avait indiqué qu'il voulait qu'une enquête soit menée sur les crimes commis lors de la tentative de coup d'État de 2002. Mais eux vont l'étendre en disant « oui, mais il n'a pas bien délimité la période, donc on peut aller jusqu'aux événements intervenus postérieurement ». Voilà comment ils vont faire la chose. Bon. Là où le procureur va être coincé, c'est qu'en fait, au début, effectivement, elle a voulu limiter son enquête sur la crise post-électorale. Et puis la chambre préliminaire, en difficulté, puisqu'elle se réfère à un courrier du président Gbagbo, va dire on va remonter jusqu'à 2002, parce que ça n'a pas de sens. Bon. Et ce d'autant qu'elle va dire en plus il y a des rapports qui font état de crimes qui auraient été commis par les forces pro-Ouattara, donc remontons jusqu'à 2002. Très bien. Donc on remonte jusqu'à 2002. Voilà la période, la situation ivoirienne, que couvre la situation ivoirienne, c'est-à-dire de tous les crimes commis depuis 2002, aujourd'hui. Bon. Alors le procureur, et c'est ça qui est quand même assez choquant, c'est que le procureur, qui arrive à venir en Côte d'Ivoire tout d'un coup, après mai 2011, qui arrive à mener ses investigations, etc., de mai 2011 à novembre 2011, donc en l'espace de 6 mois environ, elle arrive à avoir des éléments qui pour lui, puisque c'était au Compo à l'époque, permet le transfert du président Laurent Gbagbo. Et puis alors en 6 mois, ils ont suffisamment d'éléments pour transférer le président Laurent Gbagbo à La Haye,
alors qu'il fait l'objet de sanctions onusiennes qui n'ont pas été levées, donc il peut pas, parce qu'il y avait une interdiction de voyager, donc il ne pouvait pas voyager. Aucune sanction n'a été levée, mais on arrive quand même à le faire transférer à La Haye, déjà, bon, en 6 mois d'enquête de la CPI. Okay. Et paradoxalement, alors qu'il y a eu plus de 1000 morts en une journée dans l'Ouest, durant cette même crise post-électorale, parce que je ne parle même pas de toutes les exactions qu'ont subies les populations civiles en 2002, en 2003, en 2004 et autres, personne n'est transféré pour le crime le plus grave commis en une seule journée. 5 ans après, puisqu'on est pratiquement 4-5 ans après le génocide, le bureau du procureur n'arrive même pas à délivrer un mandat d'arrêt vis-à-vis des personnes suspectées de ces graves crimes. Le 2 poids 2 mesures est trop gros, c'est-à-dire d'un côté, en 6 mois d'enquête, on peut transférer le président, et en 4 ans, on est incapable de transférer ou même de délivrer un mandat concernant une personne, alors que tous les éléments sont là, qu'il y a des survivants des exactions commises dans l'Ouest, c'est trop gros en fait, c'est trop énorme. Et donc à ce moment-là, on se rend compte de la partialité du procureur, que le procureur, véritablement, elle ne fait plus du droit, ouais, si tant est qu'elle en ait fait, mais qu'elle fait de la politique. À ce moment-là, on se rend compte, parce que c'est pas normal. Et puis autre chose, qui à mon sens devrait choquer n'importe quel juriste, parce que, bon, un profane c'est différent, mais qui devrait choquer n'importe quel juriste. Comment se mène une enquête? Si vous regardez un film policier, le film policier commence par un mort. Voilà, quelqu'un qui est mort, et puis vous voyez la police scientifique qui vient, qui mène un certain nombre d'investigations, on entend les voisins, on essaie de repérer des suspects au regard de ce que déclarent les voisins, etc. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à déterminer des suspects éventuels. D'accord? Vous ne verrez jamais un film où on commence par arrêter quelqu'un, et on dit, bon, on t'a arrêté, maintenant, on va essayer de mener une enquête pour déterminer que c'est bien toi, là, qui a tué telle personne. Ça ne se parvient pas comme... C'est pas comme ça qu'on fait. Une enquête criminelle, des investigations, on réunit un certain nombre d'éléments, et puis on voit comment ces éléments peuvent amener à identifier un ou plusieurs suspects. Dans le cas de la procureure, elle nous explique, non, moi je vais enquêter sur les crimes pro-Gbagbo. D'abord. Je verrai les crimes pro Ouattara après. Mais juste en disant ça, elle montre qu'elle n'est pas impartiale. Parce qu'elle préjuge, elle part du principe que ces crimes-là, c'est nécessairement des pro-Gbagbo qui les ont commis. Mais comment elle le sait? Elle ne peut pas le savoir. Enfin, en toute honnêteté, elle ne peut pas le savoir. Vous avez un mort. Le mort, il ne parle pas. Il faut mener quand même un certain nombre d'investigations pour savoir... Voilà. Elle aurait fait ça, j'aurais pu comprendre. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas fait ça, c'est qu'elle prend le président, elle le fait transférer, on le garde au chaud à La Haye, et on dit, bon, maintenant, on va mener des enquêtes, on va mener des investigations pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lui mettre sur le dos. Voilà comment ça s'est passé. Et dans tout ça, au final, on arrive sur une guerre qui a fait plus de 3000 morts, à identifier 250 victimes, qui ne sont pas 250 morts, 250 victimes. On dit, bon, voilà, on le suspecte d'avoir occasionné la mort de ces 250, en tout cas la mort ou des blessures ou des viols sur ces 250 personnes. Là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème. Premier problème, déjà, bon, c'est qu'il est accusé comme étant coauteur indirect. Si le président est suspecté d'avoir occasionné 250 victimes, morts, blessés, viols, mais je ne peux pas comprendre que la CPI, qui est censée enquêter sur les crimes les plus graves, enfin le procureur en l'occurrence, ferme les yeux sur les 2750 autres victimes, dont on sait de surcroît qu'il y a plus de 1000 victimes en une seule journée dans l'Ouest. Et là, rien n'est fait par le bureau du procureur. Rien n'est fait. Ou elle ne démontre rien, parce que concrètement, on ne peut pas comprendre qu'elle n'arrive pas à délivrer un mandat d'arrêt, alors qu'il y a des témoins, il y a des rapports, enfin il y a un certain nombre de choses. On sait que même les rapports du groupe d'experts des Nations Unies font état d'un armement mais monstrueux
avant le début des élections de la part des forces pro-Ouattara. On voit là, on sait très bien le rôle des dozos dans les massacres au regard des propos tenus par les victimes, mais là, rien n'est fait. Donc, ça pose un problème sur la notion d'impartialité du procureur, en l'occurrence. Mais c'est clair, parce que je pense qu'Ocampo, en réalité, s'il avait dit « je mets en garde toutes les parties contre les exactions que pourraient subir les populations civiles », je l'aurais compris. Mais quand Ocampo se lève et qu'il met en garde le président Laurent Gbagbo, c'est qu'il est déjà parti pris. Parce que, je suis désolée, mais au moment de la crise post-électorale, il y avait déjà des massacres commis par le commando invisible. Il y avait déjà un certain nombre de choses qui se faisaient. Bon. Mais Ocampo, on ne l'a pas vu se lever, on ne l'a pas vu même mettre en garde, on ne l'a pas vu se soucier du sort des victimes. En réalité, ce qui est problématique, que Ouattara applique une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire, bon, il ne va pas se juger lui-même. Finalement, vu le personnage, ça ne m'étonne pas plus que ça de lui. C'est tout sauf un homme attaché aux libertés et au respect des droits de l'homme, au regard de sa gestion du pays. Mais de la part du procureur de la CPI, qui prétend se soucier du sort des victimes. La CPI, il faut le rappeler, elle se drape derrière cette histoire du procès de Nuremberg, etc., plus jamais ça, du génocide rwandais, plus jamais ça, etc., pour dire cette cour a pour vocation de ne pas permettre l'impunité, puisqu'elle peut juger même des chefs d'État. Donc c'est pour ne pas permettre l'impunité qu'elle est là. Et dans le même temps, elle ne permet pas aux victimes de porter plainte. Paradoxe. Paradoxe. Si vous vous souciez du fait qu'on ne puisse pas tuer des populations civiles, pourquoi vous ne permettez pas à ces populations civiles de vous saisir? C'est aberrant. Bon. Et dans sa composition, dans sa constitution, elle explique que on peut engager, le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pour que des poursuites soient engagées, d'accord? Sauf que le Conseil permanent des Nations Unies, qui peut agir de la sorte, est composé de personnes, d'États plutôt, qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. C'est-à-dire que les Américains peuvent décider d'envoyer quelqu'un devant une cour dont eux-mêmes ne reconnaissent pas la compétence. C'est aberrant. Bon. Les Américains, via le Conseil de sécurité, mais il n'y a pas que, le Conseil de sécurité peut aussi décider de suspendre des poursuites. C'est-à-dire que même s'il y a une procédure judiciaire enclenchée à la CPI, eux peuvent se lever et suspendre des poursuites. Donc, ce qui démontre encore une fois que finalement la Cour, elle n'est pas véritablement indépendante. Elle ne peut pas agir en fonction du droit. Et quelque part, elle est soumise à un pouvoir politique. Vu qu'elle dépend aussi du Conseil de sécurité qui peut, au gré de ses humeurs, engager des poursuites ou suspendre des poursuites, voire les arrêter totalement. Donc la Cour, effectivement, est complètement, semble en tout cas, apparaît, mais au regard du statut, ça semble évident, comme assez quand même soumise au pouvoir politique. Et le procureur, au final, on voit bien que ce soit Ocampo et ensuite Bensouda, qui font de la politique, qui ne font pas du droit. Quand vous voyez Ocampo féliciter Soro lorsqu'il est nommé président de l'Assemblée nationale, mais ça veut dire quoi ça? C'est dans le rôle du procureur d'agir de la sorte? Surtout qu'il sait très bien que c'est l'une des parties visées, c'est l'une des personnes visées par un certain nombre de massacres, suspectées d'un certain nombre de massacres, mais il envoie une lettre de félicitations. Bon, ça paraît quand même aberrant. On s'interroge ensuite légitimement sur l'impartialité du procureur. Alors, maintenant, le procureur, s'il s'en défend, on a envie de voir des actes concrets. Si véritablement, comme ils le prétendent, comme le prétend le bureau du procureur, ils sont indépendants, eux, ils n'ont pas de parti pris, et patati, et patata. Très bien. Mais dans ce cas-là, souciez-vous des victimes de l'Ouest, parce qu'elles sont ivoiriennes aussi, et puis ce sont des êtres humains aussi, elles ont droit aussi à la justice, d'accord? Souciez-vous un peu d'elles, menez des investigations sérieuses, et puis délivrez des mandats d'arrêt. À moins que vous voulez nous expliquer qu'en 4 ans,
vous n'avez rien fait, parce que ces gens-là, finalement, ce sont des mauvaises victimes. Mais si elle dit, si le bureau du procureur a cette attitude-là, c'est que finalement, il accompagne Ouattara dans sa logique. Il accompagne Ouattara dans sa logique. Et c'est en ce sens que c'est assez problématique. C'est assez problématique. Et je pense qu'effectivement, le bureau du procureur, fait ce qu'il veut. Il fait complètement ce qu'il veut et les victimes sont un petit peu démunies. Le bureau du procureur estime malheureusement, parce que sur les faits, si on se limite aux faits, qu'il y a un gentil et il y a un méchant, et que le méchant, c'est le président Laurent Gbagbo, que le gentil, c'est M. Ouattara, et donc c'est comme ça et pas autrement. Ce sont les forces pro-Gbagbo qui ont tué. On n'a pas d'auteur direct, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, des personnes disent que ce sont les FDS, ce sont les forces de sécurité. Et comme les forces de sécurité répondaient du président Laurent Gbagbo dans la chaîne de commandement, donc lui, il en est l'auteur indirect. Et paradoxalement, le chef d'état-major de Gbagbo, c'est quand même le big boss de l'armée, lui n'est pas du tout inquiété. Il est nommé ambassadeur par Ouattara, il n'y a pas de souci. Et le président Laurent Gbagbo, lui, se retrouve à La Haye, sans qu'on nous détermine exactement la chaîne de commandement et comment il pouvait donner des ordres. Il n'y a aucun élément palpable par rapport à ça, de concret par rapport à ça. C'est juste, des suppositions, des suspicions, des on-dit, ou des victimes qui vont dire oui, c'est sûr, c'est Gbagbo, parce que c'était des corps habillés, donc c'est Gbagbo. Voilà. Bon. Je peux entendre que des victimes disent ça, mais il revient au procureur de mener des enquêtes sérieuses pour déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Et ça, ce n'est pas fait. Donc ça, c'est un peu malheureux, parce qu'au final, on ne peut qu'être très méfiant vis-à-vis de la Cour pénale internationale et très critique par sa manière de mener ses investigations. La Cour pénale, enfin le procureur en tout cas, ne fait pas preuve d'impartialité dans la gestion de ces procédures, et c'est malheureux. Il est vrai qu'à l'époque, Ocampo a publié une sorte de communiqué, on va dire, un communiqué dans lequel il demandait aux victimes de prendre attache avec une certaine deadline, je crois, de prendre attache avec lui, ou en tout cas avec le bureau, dans le cadre de la situation ivoirienne. Alors après, moi je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont envoyé des éléments et qui n'ont plus de nouvelles de la part du bureau du procureur. Alors, pour moi déjà, il y a quelques observations à faire. Les crimes contre l'humanité et le génocide sont des crimes imprescriptibles. On ne peut pas donner une deadline. Ça me semble aberrant. De dire à des gens, si vous ne donnez pas les éléments, vous avez jusqu'à temps pour nous donner des éléments. Mais c'est imprescriptible. Pourquoi voulez-vous que... Et puis, les gens sont réfugiés ou les gens étaient dans des camps, les gens n'avaient même pas accès à l'eau potable. Le souci de certains, c'était juste de rester en vie, de ne pas se faire massacrer par des gens armés. Et ceux qui étaient dans des camps à l'extérieur, c'est de pouvoir manger, nourrir leur famille. Il y a des gens qui sont morts du fait des conditions de vie, en brousse, dans des camps. Et vous demandez à ces gens, et vous demandez aux gens, vous avez jusqu'à telle date pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce ne sont que les personnes prises en charge par le pouvoir Ouattara, donc les bonnes victimes, ça considéré comme telles, qui pouvaient donner des éléments au procureur Ocampo, et les autres, quand vous n'avez même pas accès à l'eau potable, c'est pas accès aux documents, ou c'est pas un courrier, c'est pas aller déposer un truc par DHL, ou c'est pas aller téléphoner au procureur que vous pouvez. Enfin, ça me semble aberrant. Et donc, c'est vrai que le procureur, par rapport à ça, a une attitude un peu incompréhensible. Parce que comme je le répète, les victimes ne peuvent pas déposer plainte. On ne peut pas déposer plainte à la CPI. Donc, le procureur qui est saisi d'une situation ivoirienne, il y a la situation Côte d'Ivoire. Bon.
sur tous les crimes commis depuis 2002. Mais c'est à lui d'aller sur le terrain, c'est à lui d'aller au contact des victimes. On sait très bien les zones où il y a eu des crimes et des combats. Bon, c'est à lui d'aller là-bas, de les entendre. C'est à lui d'aller dans les camps de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés au Ghana, il y a des camps de réfugiés au Bénin, il y a des camps de réfugiés au Togo. Pourquoi il n'y va pas? Pourquoi il ne discute pas avec les gens? Les gens vont lui dire ce qu'ils ont subi. Je veux dire, aujourd'hui, on vous présente la Côte d'Ivoire comme un pays parfait, où tout va bien. Un pays parfait où tout va bien, et vous avez des camps de réfugiés ivoiriens dans les pays limitrophes. Et c'est un pays où tout va bien, et c'est une démocratie. Mais, enfin, je sais pas, c'est aberrant. Il y a des réfugiés ivoiriens dans des camps, et quand vous connaissez l'Ivoirien, quand vous connaissez la vie de l'époque de l'Ivoirien, et que vous voyez l'Ivoirien aujourd'hui obligé de vivre dans un camp dans les pays limitrophes, et vous venez nous dire, mais tout va bien? Mais c'est aberrant. Toutes ces personnes qui ont été obligées de fuir, mais ça constitue un crime contre l'humanité. Elles ont été contraintes à quitter le pays. Elles ont fui. Pourquoi voulez-vous qu'elles quittent leur villa, qu'elles quittent leur maison pour aller vivre dans un camp? Et toi, procureur de la CPI, tu es incapable d'aller les voir, d'aller à leur écoute, et tu nous expliques que tu as à cœur le sort de toutes les victimes. Mais de qui se moque-t-on? C'est aberrant. Ces victimes-là, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles sont livrées à elles-mêmes. Les personnes qui étaient en brousse et qui sont mortes, parce que beaucoup sont mortes dans les brousses ivoiriennes, voilà. Qui s'en est soucié? Personne. Personne. Il y a même eu dans les zones où il y a eu des charniers, des exhumations qui ont été faites pour pouvoir faire des promotions immobilières. Donc aujourd'hui, on est en train de détruire les preuves des massacres qui sont intervenus. On est en train de détruire les preuves. Et puis autre chose, M. Ouattara a bien mis en place la commission Vérité-Réconciliation. Il y a eu des vidéos qui ont été faites. Pourquoi ne les rend-il pas publics? Il y a eu un rapport qui a été fait. Pourquoi ne le rend-il pas public? S'il avait à cœur la réconciliation et la vérité. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, ils veulent la vérité. Bon. Donc tout ça est assez effectivement aberrant. Je pense que le jeu du procureur, ce que fait le procureur de la CPI, est un jeu extrêmement dangereux. Parce qu'il est en train de faire en sorte que les Ivoiriens ne croient plus en la justice. Et quand on ne croit plus à la justice, on est dangereux. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais quand vous avez vu votre mère se faire violer, quand vous avez vu vos parents se faire massacrer, et que vous voyez les gens, auteurs de ces massacres, pavaner, mais ça peut prendre le temps que ça prendra, mais les gens voudront se venger, estimant que de toute manière, ils n'ont plus foi en la justice. C'est grave ce que fait le procureur. Et c'est en ce sens que pour moi, il a une forte responsabilité dans ça. Parce qu'il aurait pu apaiser les choses. Les gens ont besoin d'être... Toutes les victimes, je ne parle pas d'un camp en particulier, toutes les victimes, ont besoin d'être reconnues dans leur qualité de victime. Toutes. C'est la condition de la réconciliation des Ivoiriens. On ne peut pas aller à la réconciliation si les gens ne sont pas reconnus. Un procès, c'est quoi? Pourquoi dans un procès c'est très important pour l'accusé, un procès criminel aux assises, c'est très important pour l'accusé, mais c'est aussi très important pour la victime, parce que la victime, elle est reconnue. Et quand il y a eu un homicide, les parents, c'est important pour les parents. C'est même un processus même psychologique important de se dire « j'ai été reconnu ». Ça ne ramènera pas le mort. Et pour la femme violée, ça n'enlèvera pas le traumatisme, évidemment. Mais ça permet de se reconstruire. Ça permet d'aller de l'avant. Mais quand on vous dit circuler, il n'y a rien à voir. Oh, on verra ça après. Oui, mais enfin, j'ai été violée, j'ai vu mes parents se faire massacrer. Oui, on verra ça après. Oui. Je commence par les crimes commis par les pro-Gbagbo, toi, je verrai ça après. Comment on peut dire ça? Ce n'est même pas respectueux vis-à-vis de toutes les victimes. C'est même pas respectueux pour l'institution qui est censée représenter, d'une certaine manière, le procureur. En se disant, je suis procureur près de la CPI, non. Il fait le procureur de Ouattara en agissant de la sorte.
Oui, non, mais il est évident aussi, quand on voit les éléments présentés par le procureur, alors là, on est, alors, ou on rigole, ou on pleure, ou on fait les deux. Parce que c'est vrai que quand elle prend comme élément à charge des slogans de campagne, du type « on gagne ou on gagne », et qu'elle dit « ah ben voilà, s'il a dit ça », c'est qu'il y a une préméditation, c'est qu'il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir, c'est qu'il voulait absolument coûte que coûte se maintenir au pouvoir parce qu'il avait son slogan « on gagne ou on gagne ». Enfin, c'est aberrant. Faut-il qu'on sorte tous les slogans de campagne de tous les candidats du monde? Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis mieux, pourquoi c'est d'autant plus débile? C'est que récemment, je voyais une vidéo de Ouattara lors de sa campagne, pas la campagne présidentielle de 2015, mais celle de 2010, où il disait à ses militants « bon, vous savez quoi? On gagne ou on gagne » devant ses maïs. C'est-à-dire, vous voyez Ouattara reprendre les slogans de campagne de Gbagbo. Donc, est-ce que faut-il en déduire? Parce que Ouattara a dit ça, que lui aussi avait l'intention coûte que coûte de prendre le pouvoir. Et dans ces cas-là, pourquoi lui aussi, il ne se retrouve pas à la CPI à cause de ces deux phrases? Non mais c'est aberrant. C'est aberrant qu'on puisse déterminer, qu'on puisse renvoyer quelqu'un devant la haie. Enfin, j'en rigole, mais c'est triste. Ça en pleurait. Qu'on puisse renvoyer quelqu'un à la CPI à partir de slogans de campagne. Et puis, il y a aussi un truc qui est très gênant vis-à-vis du procès du président Laurent Gbagbo, en tout cas de la procédure mise à son encontre, engagée à son encontre, c'est quand on voit les personnes qui le jugent, ou en tout cas qui participent à cette procédure, mais personne ne connaît la Côte d'Ivoire. Personne ne connaît la Côte d'Ivoire. La représentante des victimes, quand vous l'entendez parler, mais elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Bensouda, qu'est-ce qu'elle connaît de la Côte d'Ivoire? Enfin, dans tout, il n'y a pas une famille ivoirienne, je dis bien, il n'y a pas une seule famille ivoirienne où il n'y a pas un Djoula, où il n'y a pas un Baoulé, où il n'y a pas un Guéré. Dans toutes les familles ivoiriennes, il y a un tel mélange que dans toutes les familles, vous avez toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Je dirais même mieux, dans toutes les familles, vous avez tout le représentant de la CEDEAO, parce que dans les familles, vous allez avoir un oncle burkinabé, un oncle malien, un oncle ghanéen, un oncle... Dans toutes les familles ivoiriennes. Quand on limite la situation à une guerre nord-sud, à les Djoulas qui sont traumatisés par les autres, ça n'a pas de sens. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule ethnie majoritaire en Côte d'Ivoire. Après, ils sont dans l'interprétation, dans l'analyse d'un slogan pour dire, à une phrase, on peut lui faire tout dire. Tout est son contraire. Mais devant ces maïs, c'est-à-dire devant... Mais c'est une expression, vous le dites même au foot, ils le disent même au foot, devant ces maïs, pour dire, bon, l'équipe d'en face, bon, elle fera pas le poids, on va gagner. Mais ce sont des slogans. Enfin, je veux dire, mais si on est limité à ça, c'est quand même grave. Enfin, durant la campagne présidentielle ici en France, vous allez avoir des slogans assez virulents aussi. Je veux dire, quand on présente le président Hollande, à l'époque il était candidat, on dit flambi pour dire qu'il est mou. Bon, on va tuer quelqu'un pour ça, on va mener quelqu'un à la haie pour ça, parce qu'il a dit, faut analyser pourquoi il a dit que Hollande c'est flambi, donc Hollande, un flambi c'est quoi? C'est un yaourt ça se mange, donc quoi? Ah, c'est du cannibalisme, enfin, c'est aberrant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, un slogan, c'est un slogan de campagne. Voilà, c'est rien de plus qu'un slogan. Voilà, faut arrêter aussi une analyse perpétuelle. Mais finalement, s'ils sont réduits à ça, mais c'est qu'ils n'ont rien d'autre. Parce que si c'est tout ce qu'on a trouvé, mais c'est que vraiment, ils n'ont rien d'autre. Moi, on les a mis combien de fois au défi de nous présenter un seul discours, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit Simone Gbagbo, où il y a eu des propos xénophobes, où il y a eu un appel à des violences ou à des exactions sur des populations civiles ou sur une ethnie en particulier. Quand on leur demande ça, il n'y a plus personne. Mais non, ils disent oui, tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait. En fait, on construit une légende urbaine, et avec l'appui médiatique qu'ils ont eu,
ça reste dans l'esprit des gens, parce que de toute manière, quand on parle de l'Afrique, on dit qu'il y a des dictateurs, donc il y a une sorte de légende urbaine, hein. L'Afrique, c'est les dictateurs. Et puis c'est tout, ils arrêtent là, ils disent oui, on a tous vu, mais on dit mais concrètement, sortez-nous un discours du président Laurent Gbagbo qui soit xénophobe ou qui appelle, qui incite à la haine, à la violence contre une ethnie en particulier. Sortez-nous un seul discours. Il n'y a rien. Alors on nous sort tout le temps la même phrase. Oui, mais le président Laurent Gbagbo a dit que Ouattara est le candidat de l'étranger. Déjà, Ouattara est le candidat de l'étranger. Où est la xénophobie là-dedans? Parce qu'un propos xénophobe, c'est si je vous dis sale arabe, ou sale espagnol, ou sale allemand, ou sale truc. Il a dit Ouattara est le candidat de l'étranger. Où est la xénophobie là-dedans? Premièrement. Deuxièmement, mais quand vous avez la communauté internationale qui dit c'est Ouattara qui a gagné les élections, la communauté internationale qui est censée être plusieurs États, mais qui en réalité se limite à deux, puisque c'est la France et les États-Unis, n'est-ce pas? Mais donc, et qui reconnaît Ouattara. Bon, mais finalement, ça corrobore ce que dit le président. Il est bien le candidat de l'étranger, de force étrangère. Deuxièmement. Mais troisièmement, qui a bombardé la Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas les Ivoiriens. C'est bien une force étrangère qui est venue bombarder la Côte d'Ivoire. Bon. Ouattara n'est-il pas, au regard de ces éléments, le candidat de l'étranger? Comment se fait-il que Ouattara ait été incapable de mobiliser les Ivoiriens, parce qu'il y aurait pu avoir une manifestation, le peuple qui sort dans les rues pour dire Ouattara a gagné les élections, si véritablement ils avaient gagné. Ouattara était incapable de mobiliser les Ivoiriens, il est obligé d'aller chercher des forces étrangères pour aller faire bombarder la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire sous embargo, notamment un embargo sur des médicaments. Donc je ne vois pas... On a essayé de limiter ça en disant non, mais il parlait des Burkinabés, des ceci, mais il faut arrêter. Le président Laurent Gbagbo, qui a vécu une cohabitation pendant 8 ans, il y a toujours eu des étrangers en Côte d'Ivoire. Enfin, est-ce qu'on parle même d'étrangers quand on parle des personnes de la sous-région? Il y avait des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, qui circulent librement. Donc vraiment, c'était... Je suis toujours affligée, atterrée par cela. Parce que quand on parle du président, on veut le présenter comme un xénophobe, on est incapable de nous présenter, et la seule phrase qu'on sort de lui, c'est ça, quand il dit oui, mais Ouattara est le candidat de l'étranger. Ouattara nous a démontré qu'effectivement, il était le candidat de l'étranger. Ouattara nous a démontré effectivement qu'il est incapable de sensibiliser les Ivoiriens, que les Ivoiriens manifestement ne se mobiliseraient pas pour lui, qu'il n'avait manifestement pas le soutien du peuple ivoirien. Les dernières élections le démontrent encore. Il est incapable de mobiliser les gens pour aller voter. Les gens sont tellement persuadés que c'était pipé, qu'il allait se faire réélire, qu'ils n'ont pas bougé. Le taux d'abstention monstre démontre bien que Ouattara n'est absolument pas populaire. Donc quand il dit ça, moi je ne vois pas en quoi c'est choquant, et je ne vois en tout état de cause pas l'once d'une xénophobie là-dedans. Un étranger, employer le mot étranger, c'est pas une insulte. On est tous l'étranger de quelqu'un. Mais je veux dire, quand vous allez voyager là ou là, mais vous êtes un étranger. Mais est-ce que c'est une insulte? Non. Donc j'ai vraiment du mal à voir le côté xénophobe, et ils sont incapables, en tout état de cause, de nous présenter des éléments concrets qui démontreraient une quelconque xénophobie. C'est juste affligeant. Je ne pense pas que le président, quand il a dit étranger, premièrement, il ne visait pas la sous-région. Franchement, il ne visait pas la sous-région, c'est-à-dire il ne visait pas le Burkina, tout ça. Mais on voit bien que Ouattara, la manière dont Ouattara s'est imposé à la Côte d'Ivoire, Ouattara n'est pas venu seul, Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, quand on parle du FMI ou autre, mais Ouattara n'a pas été imposé par les Ivoiriens. Donc quand on dit que Ouattara est le candidat de l'étranger, c'est un fait en fait. C'est un fait, c'est factuel. Effectivement, dans ce rapport du groupe d'experts, mais c'est intéressant qu'est-ce qui est intéressant dans ce rapport? C'est que, effectivement, c'est Soumaïla Bakayoko qui servait de chef d'état-major des forces nouvelles, puis ensuite chef d'état-major des FRCI, qui déclare au groupe d'experts qu'ils sont effectivement... le groupe d'experts a de toute manière constaté qu'ils étaient armés, mais qu'ils auraient le soutien, qui pourraient bénéficier du soutien militaire de forces venues du Sénégal, du Burkina et du Nigeria.
je tiens à préciser que la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre contre le Sénégal, le Burkina, le Nigeria. Bon. Et puis c'est pas une force CEDEAO qui est intervenue. Donc en réalité, quand on lit ça, on comprend quoi? On comprend qu'il y a eu surtout des mercenaires, burkinabés, maliens, sénégalais, qui sont venus. Ce qui est grave. Ce qui est grave. Bon. Et là, le groupe d'experts donne cette information, mais personne n'en tire aucune conséquence, et certainement pas la procureure de la CPI. Aucune conséquence n'est tirée de cela. Qu'en janvier 2011, il y ait des éléments armés qui soient venus au soutien de Ouattara pour intervenir en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est quand même assez particulier. Donc, quand vous voyez tout ça, vous voyez bien qu'en fait, on prend le schéma à l'envers. C'est-à-dire, les mercenaires, il y en a eu, mais pas dans le camp qu'on pense. Voilà. Des miliciens, il y en a eu, mais pas dans le camp qu'on pense. Je tiens à insister sur un point, c'est que si je tiens vraiment à ce que tous les criminels, ou les suspects du moins, les personnes suspectées d'avoir commis des crimes, soient transférées, ça peut sembler bizarre et dire en même temps qu'on n'est pas panafricain. C'est que premièrement, il y a une situation de fait. Et deuxièmement, je n'ai pas envie que la Côte d'Ivoire implose. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a perdu sa mère et qui a vu sa sœur se faire violer ou qui a vu ses proches se faire massacrer, au nom de la réconciliation, bon, Yako, mais pardon, on avance. Non, c'est pas possible. Il faut que justice se fasse. Et aujourd'hui, Ouattara est incapable de rendre cette justice. Il ne peut pas poursuivre son camp, parce que ils vont dire pour qui ils ont fait tout ça. Parce que le problème de la Cour de justice internationale, c'est que, premièrement, ce sont des États qui la saisissent. Quel État va la saisir ? Première difficulté. Et puis un certain nombre de difficultés ensuite d'ordre procédural qui se posent. Mais la Cour de justice internationale, c'est très compliqué parce que déjà pour la CPI, c'est compliqué de la saisir. Et une Cour de justice internationale qui dépend d'un État, enfin, où là ce sont des conflits entre États, quel État va la saisir? C'est pas la Côte d'Ivoire actuelle qui va saisir la Cour de justice internationale, la Cour internationale de justice. Donc on est dans une situation un peu difficile d'un point de vue juridique. Il y a des éléments, il y a des choses à faire, mais on est dans une position assez difficile. Mais je dirais que dans ça, il y a un certain nombre de complicités. Je pense qu'il y a une complicité médiatique, c'est-à-dire les journalistes français, bon nombre d'entre eux, sans connaître véritablement la Côte d'Ivoire, sans connaître exactement ce qui s'y passe, il y a eu des paroles d'évangile, c'est-à-dire on a dit, voilà, tel est le, voilà, lui c'est le gagnant, lui c'est le perdant, et puis c'est tout. Pour eux, c'est acquis. Il n'y a pas eu d'enquête d'investigation menée par des médias français, que ce soit France 2 et autres, pour dire, mais attendez, essayons de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est trop moche. En réalité, ça ne les arrange pas. Mais, et ça m'étonne qu'on se dise journaliste soucieux de l'information et qu'on soit rempli de contre-vérités ou de choses vraiment à ne pas remettre en question. Bon, ça me semble un peu contradictoire. Mais oui, mais ça c'est un problème. Et je pense que Ouattara, à l'heure actuelle, lui, c'est le cadet de ses soucis de savoir ce que pensent les Ivoiriens. Son seul souci, Ouattara est plus soucié, il me donne en tout cas l'impression, de se soucier davantage de ce que vont dire de lui les médias français, de ce que va penser les États qui l'ont aidé, à savoir la France, bon, les États-Unis et autres, de l'image qu'il va donner, que de ce que pensent les Ivoiriens. Et quand on voit ça, ça démontre bien qu'au final, il a été installé. Il a été installé pas par le peuple en tout cas, c'est une évidence. Et c'est bien malheureux, mais d'un point de vue strictement, pour revenir à la question, d'un point de vue strictement juridique, ce qui se passe là ne peut pas être dénoncé par la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire représentée par Ouattara n'y a pas intérêt. Donc on est dans une situation inextricable mais extrêmement dangereuse pour la cohésion du peuple ivoirien. J'ai l'impression que malheureusement aujourd'hui, on se voit d'un point de vue ethnique et on ne se voit plus d'un point de vue national. On ne se voit plus en tant qu'Ivoirien, on se voit en fonction de son ethnie et c'est gravissime. On doit éviter ce schéma.
On doit absolument éviter ce schéma. Mais quel que soit le bord politique que l'on a, et puis autre aberration, c'est que vous avez des gens qui soutiennent Ouattara, qui vivent en France, hein, mais qui sont... et qui votent aux élections ici à gauche. Or, Ouattara est un homme de droite. Bon, il l'a dit encore récemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui soutient Ouattara, c'est un soutien ethnique. C'est pas un soutien idéologique. C'est un soutien ethnique. Et tant que les Ivoiriens resteront dans une donnée ethnique, au lieu de voir une idée idéologique et beaucoup plus l'intérêt national, on ne s'en sortira pas, ça va être très compliqué pour nous. Par rapport à la CEDEAO, il y a effectivement eu des décisions qui sont intervenues et qui ont constaté les graves violations des droits de l'homme subies par Michel Gbagbo, par Simone Gbagbo, et vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, ils ont juste dit oui, mais bon, comme il a été transféré, non, c'est trop tard, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut plus constater les autres violations des droits de l'homme qu'il subit dans la mesure où il a été transféré. Le problème de la CEDEAO et de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est que les arrêts qu'elle donne sont très bien, on est content. Mais ça n'a aucune force contraignante vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas empêché Michel Gbagbo de continuer à être détenu dans des conditions illégales et inhumaines et de voir ses droits bafoués. Ça n'a pas empêché Simone Gbagbo de voir également ses droits bafoués. Voilà, encore une fois, je pense que ce qui contraint Ouattara, ce qui pourrait contraindre Ouattara, ce sont les médias et les États qui l'ont et aussi les États qui l'ont soutenu. Ce sont d'ailleurs ces hommes, enfin en tout cas ses proches, c'est ce qu'ils disent. Eux, ils sont sereins. Ils se disent tant qu'on a la France de notre côté, vous pouvez parler. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça montre bien qu'on est dans un... C'est quand même chaud, hein, c'est quand même grave de voir des gens dire ce que disent les Ivoiriens, c'est pas grave. Ça n'a aucune forme d'importance. Le plus important, c'est que les médias français ne nous tombent pas dessus et que l'État français ne nous tombe pas dessus. Le reste, c'est pas grave. C'est quand même assez gravissime, à mon sens, hein, d'avoir une telle vision, parce que c'est pas du tout une vision souverainiste même. Je veux dire, mais on se soucie pas du peuple, c'est-à-dire on est au pouvoir, mais sans qu'on se soucie du peuple. Alors après on va vous dire, ah bah oui, mais enfin il a fait une économie à 2 chiffres, une croissance à 2 chiffres. Très bien, mais quand on voit que c'est une croissance dopée par des emprunts auxquels le peuple ne tire aucun fruit, bon, très bien. Et puis franchement, construire des routes, et vous allez dire à quelqu'un qui a vu sa famille se faire massacrer, mais tu sais, tu dois voter pour moi parce que je construis des routes. Enfin, c'est bien les routes, évidemment, on a besoin de développer nos infrastructures dans tout le continent d'ailleurs, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion nationale, il n'y a plus d'unité nationale. C'est ça qu'il faut reconstruire, c'est fondamental. Sinon, demain, on va avoir une nouvelle crise. Donc c'est pas bon, enfin je comprends même pas. Mais évidemment, quand on ne se soucie pas du sort des Ivoiriens, quand on ne se soucie pas du sort de la Côte d'Ivoire, on est complètement indifférent à cette notion-là. On essaie juste de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible et donc de satisfaire les bailleurs de fonds, notamment français, de satisfaire un certain nombre de choses pour dire, bon, eux, si j'arrive à les satisfaire, le reste, c'est pas grave. Les Ivoiriens, de toute façon, n'ont pas leur mot à dire. C'est pas eux qui décident qui sera le chef d'État en Côte d'Ivoire. C'est grave. Je ne pense pas que ça puisse durer longtemps. Quand je dis longtemps, c'est à l'échelle d'un État. Hein. C'est-à-dire, ça peut peut-être durer quelques décennies, mais la chute, elle pourrait être terrible. Donc, je ne pense pas que... Et il serait vraiment dommage que la Côte d'Ivoire connaisse une nouvelle crise. Ça serait vraiment gravissime parce que je ne sais pas comment l'unité nationale pourra être maintenue si la Côte d'Ivoire connaît une nouvelle crise. Donc il faut rester optimiste, il faut continuer de se battre avec les armes que l'on a. Ce n'est pas facile, mais je pense que la nouvelle Côte d'Ivoire et l'Ivoirien nouveau, c'est malheureusement pas Ouattara et sa vision ethnocratique qui va pouvoir la mettre en œuvre. Et je pense que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, quelles que soient ses convictions politiques, doit sortir de cette vision ethnique pour avoir une vision politique.
plus général et se soucier de sort de tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Il faut qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, en France, quand vous avez un gouvernement, vous ne vous dites pas toutes les régions de la France ne sont pas représentées, ou pourquoi il n'y a pas des Normands, pourquoi il n'y a pas des Basques. Non. Vous dites les gens ont été pris parce qu'ils sont de gauche, parce que c'est un gouvernement de gauche, et en fonction de leurs compétences. Il est quand même malheureux qu'en Côte d'Ivoire, on ait un gouvernement qui représente une ethnie. On ait un parlement qui représente une ethnie. C'est gênant. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez dire que, à moins de nous expliquer, et donc d'avoir une vision ethniciste, que les meilleurs, ce sont des djoulas. Voilà. Les meilleurs sont ou djoulas ou baoulés. Et tous les autres, vous êtes nuls, vous êtes bêtes, vous ne comprenez rien, parce que, voilà, on n'a pas trouvé de gens compétents. Non. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus les gens en fonction de leur ethnie, en fonction de leurs compétences, pardon. On prend les gens en fonction de leur ethnie. Et c'est gravissime. Je trouve ça gravissime parce qu'effectivement, ça ne permet pas à la Côte d'Ivoire, à ce jeune État, de se construire. Et de se construire bien, c'est-à-dire vraiment de manière à développer un sentiment national et panafricain, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des gens qui peuvent, mais parce que c'est la souffrance qui parle, qui peuvent vous regarder et vous dire moi, je ne peux plus m'asseoir à côté de mon voisin djoula. Mais parce qu'ils ont mal. Parce que quand il vous raconte ce qu'il a subi, c'est la souffrance qui parle. Mais quand il dit ça à une djoula. Voilà le paradoxe. Et quand je l'interpelle là-dessus, il va dire « Pardon, maître, c'est vrai ». Mais il n'en demeure pas moins que demain, s'il a l'occasion de se venger des personnes qui lui ont fait du mal, il le fera. Parce que la douleur est trop forte. Et la seule manière d'apaiser, de calmer cette douleur, c'est de faire la justice, mais une justice pour tous. Parce qu'il ne faut pas dire, il y a aussi beaucoup de djoulas, il ne faut pas le cacher. Il y a des gens, il y a des djoulas aussi qui ont subi des choses du fait juste parce qu'ils étaient djoulas. Et ce n'est pas normal. Il faut que la justice soit rendue pour eux. Il faut que la justice soit rendue pour nous tous, pour tous les Ivoiriens, sans aucune distinction. Et que demain, on ne se dise pas, bon, celle-là, elle trahit les djoulas en soutenant Gbagbo. Non, je ne trahis personne. Je suis fidèle à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il faut vraiment qu'on sorte de cette donnée ethnique pour avoir une vision africaine et puis patriote, qu'on se dise juste c'est pas normal qu'on puisse faire ça à des individus. Et là-dessus, je dois dire que le président Laurent Gbagbo est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout de vision ethnique, mais pas du tout. Pas du tout. Et vraiment, l'image qui a été dépeinte de lui ne correspond pas du tout à l'homme. C'est quelqu'un d'extrêmement panafricain. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour une souveraineté africaine. Et c'est quelqu'un, quand il voit la jeunesse africaine qui se bat, est extrêmement fier. Et extrêmement fier de ce que peut faire la jeunesse africaine à travers tout le continent. Voilà, il se reconnaît dans ça. Il ne se reconnaît pas, il le dit d'ailleurs, il dit moi je ne suis pas le président des BT, je n'ai jamais été le président des BT. C'est quoi? Moi je suis le président des Ivoiriens. Et c'est quelqu'un aussi qui, après des décennies, des années de combat dans l'opposition, une fois qu'il a accédé au pouvoir par la voie des urnes, qu'on n'a pas laissé gouverner. Voilà le drame ivoirien, c'est que vous battez toute votre vie, vous passez par la case prison et autres pour parvenir démocratiquement au pouvoir, et quand vous arrivez, au bout de 18 mois, on vous fait un coup d'État, et puis vous avez toute une image médiatique qui vous tombe dessus, on vous présente comme un dictateur. Quelqu'un qui s'est toujours inscrit dans un combat démocratique, qui aurait pu prendre les armes, c'est facile de prendre les armes, mais qui n'a pas voulu de ça pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui voit même des gens, où vous allez avoir des sympathisants qui vont dire mais pourquoi il a accepté ceci, pourquoi il a accepté ce Premier ministre, pourquoi il a accepté ceci. Mais il l'a fait au nom de la paix, il l'a fait parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de guerre civile en Côte d'Ivoire. Il l'a fait parce qu'il était persuadé qu'on pouvait trouver une solution politique à la crise ivoirienne. Et face à un combat politique qu'il a mené, parce qu'il a mené un combat politique, et il a eu un combat militaire qu'il ne pouvait que perdre face à la France. En ce qui concerne la première dame Simone Gbagbo,
le sort qui lui a été réservé est, je pense, certainement plus grave que ce qui a été fait au président Laurent Gbagbo pour différentes raisons. Premièrement, il ne faut pas oublier que tous les deux ont été humiliés lors de la crise post-électorale. Quand on a filmé volontairement et montré à la terre entière leur capture, leur arrivée à l'hôtel du Golfe, les coups qu'elle se prenait, les cheveux arrachés, etc. Parce qu'il fallait casser l'image donc du président, puisque lui il apparaît en Marcel, puis en Arabie, et puis bon, il fallait casser l'image. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, ce sont des indépendantistes, hein, ce sont des souverainistes. Ce sont des gens qui disent la Côte d'Ivoire n'est pas un département français. Voilà. Donc on est souverain, on fait ce qu'on veut. Enfin, dès lors que le peuple, ce qu'on veut dans le cadre d'une démocratie, mais ce n'est pas à la France ou à un autre pays de nous dire ce qu'on veut. Et tout le parcours de la Première Dame s'inscrit dans sa... Premièrement, la Première Dame, comme le président, ce sont des gens qui ont parcouru toute la Côte d'Ivoire. Ils ont parcouru toute la Côte d'Ivoire. Ils connaissent la Côte d'Ivoire en long, en large et en travers. Ils connaissent très bien la Côte d'Ivoire. Ils connaissent les différentes cultures ethniques qui la composent, les bons et les mauvais côtés de chacun. La Première Dame est une linguiste. Elle parle je ne sais combien de langues ethniques. Elle parle djoula, alors que moi-même qui suis djoula, je ne le parle pas du tout. Enfin, elle maîtrise, c'est elle-même des fois qui nous traduit ce que telle ou telle personne dit en djoula. Donc c'est quelqu'un qui... et elle le fait parce qu'elle aime son pays, et quelque part s'intéresser à la culture de l'autre. On ne peut pas s'intéresser à la culture de l'autre et dire qu'on est xénophobe ou ethnophobe. Ça n'a pas de sens. Voilà. Si vous n'aimez pas les Allemands, vous n'apprenez pas l'allemand. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui aime son pays et la diversité culturelle que représente son pays. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise un certain nombre de langues ethniques. Ça nous a toujours énormément surpris et amusés. Et c'est quelqu'un dont le parcours, comme le président, s'inscrit dans un combat politique. Ce sont des gens qui sont nés au moment des colonies. Ils sont nés français. Ils ont connu la colonisation. Les bons, les mauvais côtés, et ce sont des gens qui, surtout elle, qui s'est toujours battue dans le combat, s'inscrivait pour une réelle indépendance, dans un cadre strictement politique et démocratique. C'est quelqu'un qui a été tabassé, qui a été en prison lorsqu'elle a été dans l'opposition. C'est quelqu'un qui a tenu à bras-le-corps le parti... le Front populaire ivoirien qui avait été créé de manière clandestine. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, elle avait quand même des enfants en bas âge. Donc elle jouait son rôle de mère, tout en gérant le parti, avec son époux qui était en exil. Enfin, c'est quelqu'un dont le parcours est remarquable et qui, à mon sens, devrait constituer un formidable exemple pour bien des femmes africaines. Mais c'est quelqu'un qui a déplu à l'Occident. Parce que c'est pas quelqu'un qui courbe les chines. Elle est dans une relation d'égal à égal. Et si vous ne la respectez pas, elle vous le fait bien comprendre aussi. Et je pense que le problème, en réalité, c'est le rapport de la France avec ses anciennes colonies. Justement, la Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française. Vous savez, je dis ça, c'est un peu comme l'exemple au moment de l'esclavage aux États-Unis. Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, le maître blanc ne peut pas nécessairement accepter que celui qui était esclave hier mange à la table avec lui. Psychologiquement, il ne peut pas l'accepter. Hier, vous étiez son esclave, il avait un droit de vie et de mort sur vous, et aujourd'hui, vous mangez à la table avec lui, il ne peut pas l'accepter. Et bien, la France, avec ses colonies, c'est pareil. Elle ne peut pas considérer les États africains d'égal à égal. Ce n'est même pas possible. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous recadre et qui vous rappelle « Non, mais attends, moi je suis indépendant comme toi, j'ai pas besoin... » Et bien ça déplaît. Et bien, forcément, on construit une image négative d'elle, la présentant comme manipulant son mari, alors que... Quand vous connaissez le président Laurent Gbagbo, ça n'a pas de sens que de tenir ce type de propos, comme ayant été à la tête des escadrons de la mort, et dans le même temps, comme par magie, on ne vous parle plus aujourd'hui des escadrons de la mort,
Aucune enquête sur les escadrons de la mort, rien, parce qu'effectivement c'était quelque chose de construit dans l'imaginaire médiatique et qui devait servir à Ouattara, tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'éléments concrets, rien. On vous indique qu'elle est suspectée dans la mort d'un journaliste, de manière à ce que tous les journalistes fassent bloc contre elle, notamment dans le dossier Guy-André Kieffer, enfin dans la disparition, puisqu'on ne sait pas s'il est mort ou pas, dans la disparition de Guy-André Kieffer. Et pourtant, une femme, première dame, sur laquelle on crache dessus en disant oui, elle serait mêlée à la disparition d'un journaliste, elle accepte d'être entendue par un juge d'instruction français qui vient en Côte d'Ivoire l'entendre alors qu'elle est première dame. J'aimerais bien savoir combien de premières dames dans le monde, en passant par les États-Unis à la France et à toute l'Europe même, accepteraient d'être entendues par un juge d'instruction alors que son mari est en fonction. Combien? Elle a dit, mais j'ai rien à me reprocher, bon, qu'ils viennent. Bon. L'affaire est allée où? Nulle part. Parce qu'il n'y a pas d'éléments véridiques contre elle, véritables contre elle. C'est juste des suspicions. On est vraiment dans le règne de la rumeur. Et dans le cadre de la première dame, elle a beaucoup souffert de ça. C'est d'une image négative qu'elle n'a pas pu combattre, parce que quand vous avez en face de vous France 24, RFI, enfin tous les médias français, qu'est-ce que vous pouvez faire avec RTI, Notre Voix, enfin qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous ne faites pas le poids. Donc nécessairement, son image, elle a été dépeinte comme la pire des femmes. Et puis, quant à ce documentaire, parce qu'effectivement, Desperate Housewives, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur avait pris attache avec nous en 2011 pour nous expliquer que, bon, il ne trouvait pas spécialement normal ce qui était fait à la première dame et que lui faisait un documentaire de manière à démontrer, bon, à mettre en évidence le caractère politique des procès subis par certaines premières dames qui ont fait de la politique. Bon, bref, voilà comment il a présenté la chose. Quoi qu'il en soit, une interview de la première dame qui en plus était détenue par les commandants de zone n'était pas possible. Donc c'est avec une grande surprise qu'on a découvert que son documentaire, qui se voulait impartial, qui se voulait permettre en tout cas d'entendre la vérité de chacun sans préjugés, qu'il en fasse un documentaire nommé Desperate Housewives, où d'ores et déjà il a un préjugé, puisque Despote, vous parlez des épouses de despotes sans démontrer que Gbagbo est un despote. Donc déjà, ça montre un préjugé dans lequel vous parlez vous commencez chaque vidéo avec les proches d'Hitler, et ensuite vous faites un parallèle. Enfin, mais que voulez-vous? C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. Ça montre bien que c'est pas un journaliste, c'est même pas quelqu'un qui fait de l'investigation. Pour moi, c'est vraiment minable ce qui a été fait et qui ne consistait qu'à gâcher, qu'à gâter l'image déjà qui n'est pas super bonne de la première dame Simone Gbagbo. Mais toute personne qui la côtoie véritablement verrait que bon, c'est une femme politique. C'est une femme politique. Et je pense que déjà, quand on est une femme politique, c'est difficile. Parce qu'on nous renvoie toujours on renvoie toujours ces femmes-là à leurs conditions de femmes. C'est très difficile. Bon. Mais en plus, c'est une femme noire. Ce qui n'est pas évident. Quand on voit ce que subit Taubira en France, être une femme noire politique, c'est pas évident. Mais en plus, c'est une femme noire africaine en Afrique. C'est inacceptable. C'est pas acceptable de voir quelqu'un de cultivé qui a de la réplique, qui peut recadrer n'importe qui. Parce qu'elle connaît, c'est quelqu'un qui a une culture générale, mais hallucinante. Donc nécessairement, ça fait mal. Et donc, la seule manière de la casser, c'est de la salir. Et c'est ce qui a été fait durant cette décennie. Ils se sont évertués à gâcher son image. Et pour l'anecdote, justement, au moment des assises, il y avait des journalistes français qui nous appelaient « Bon, alors comment elle va réagir ?»
Elle va dire sa part de vérité. On répondait, elle va dire sa part de... Oui, mais elle va être comment? Elle va être agressive, elle va être ceci, elle va être cela. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle soit particulièrement agressive? Est-ce que vous la connaissez? Elle va dire sa part de vérité. Et elle va réagir aussi à l'attitude des personnes qu'elle a en face d'elle. Et je dois reconnaître que lorsqu'elle est passée aux assises, il y a une scène qui m'a marquée parce qu'à un moment donné, elle a répondu à des questions des avocats de la partie civile en leur rappelant le droit. Donc vous voyez une femme, vous voyez la première dame rappeler à des avocats les principes élémentaires du droit. Et il y a eu une scène formidable, c'est que dans le public, les gens ont applaudi. Et parmi les gens, il y avait les policiers qui se sont mis à applaudir la première dame. Et ça a énervé le président de la cour d'assises qui a demandé aux policiers d'arrêter tous ceux qui avaient applaudi. Sauf que c'était embêtant, puisque les policiers eux-mêmes avaient applaudi. Donc on s'est retrouvé dans une scène où finalement le président énervé a dit « Bon, celui qui applaudit encore, moi je le fais arrêter ». Bon, tout énervé. Mais pour tous ceux qui ont assisté aux assises, et notamment à l'intervention de la première dame, ils ont vu à quel point ce procès était politique. Il n'y avait absolument rien. Jusqu'aujourd'hui, elle ne sait toujours pas qu'est-ce qui lui est reproché. Quand vous avez un avocat qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez dit à votre mari qu'il avait perdu les élections ?» Mais qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, est-ce que ça c'est un crime qui justifie le renvoi devant la cour d'assises? C'est ridicule. Enfin, vraiment, ça a fait honte. Le sentiment que j'ai eu lors des assises, c'est la honte. C'est vraiment, j'avais honte pour mon pays, j'avais honte pour la justice ivoirienne. C'est honteux, parce que je connais quand même la formation dans l'université à l'université ivoirienne, et d'un certain niveau, d'un point de vue de la formation, ils n'ont rien à envier aux avocats occidentaux. Mais comment on peut autant se prostituer pour un pouvoir? Comment on peut, jusqu'à ce qu'on soit amené à poser des questions ridicules et incapable de répondre aux propos de la première dame, qui posait des questions claires. Qu'est-ce que vous me reprochez? Quand la première dame leur dit « Ouattara, vous n'avez aucune décision ivoirienne qui proclame Ouattara vainqueur des élections présidentielles. Vous n'avez aucune décision émanant du Conseil constitutionnel en 2010, qui proclame Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Comment Ouattara peut être président? Et que vous êtes incapable en droit de répondre à ça. Si ce n'est de dire « Ah bah oui, mais la communauté internationale… » Bon, quand on est juriste et qu'on entend un avocat dire « Ah bah oui, mais c'est la communauté internationale qui a dit que… », ça fait bizarre, quoi, parce que c'est plus du droit. Donc vraiment, je pense que pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce procès restera, mais comme une honte terrible pour la justice ivoirienne, comme l'une des pages sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, bon, moi, je pars du principe que la France a connu sa période de collaboration. Et ben, la Côte d'Ivoire, malheureusement, connaît le régime du Golfe. Voilà, connaît le régime du Golfe, connaît voilà, un homme qui se lève dans un hôtel et qui dit « Bon, moi, je suis président. » Bon, à partir de ce moment-là, on bombarde un pays, on l'installe, et on vous dit « Bon, voilà, c'est lui le président. » Et donc, vous avez cette République du Golfe qui gouverne et qui n'est pas très belle à voir. Quand on voit d'un point de vue strictement juridique ce qui a pu se passer, ça fait honte. Et je pense que tant les magistrats que les juristes, que vous aimiez ou pas la première dame, quand vous analysiez la situation d'un point de vue strictement juridique, eh ben, c'était assez honteux. C'était assez honteux. Ça donnait vraiment l'impression de ce que c'était, un procès politique qui devait coûte que coûte aboutir à sa condamnation sur des faits indéterminés, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui lui est reproché. Vous voyez, c'est ce que je disais souvent, c'est que si je vous accuse de meurtre, je vous dis qui vous avez tué, et où est-ce que vous l'avez tué, et comment vous l'avez tué. Si je vous accuse de vol, je vous dis qu'est-ce que vous avez volé, et à qui vous l'avez volé, où est-ce que vous l'avez volé, et quand vous l'avez volé.
La Première Dame, on l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, mais on ne vous dit pas quel acte elle a posé. Voilà. Il y a une série d'infractions comme ça qu'on lui a mis sur la tête, mais on ne lui dit pas ça correspond à quel fait précis, quel acte elle a accompli. Vous n'avez pas d'acte concret. Bon, donc les 20 ans de prison pour lesquels on s'est pourvu en cassation en tout état de cause, c'était aberrant. C'était aberrant. Et puis pour répondre, parce que maintenant, comme ils savent qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de faits, il n'y a pas de faits, il n'y a pas de preuves, il n'y a que des infractions, sans qu'on vous dise à quoi elles correspondent, on vous dit, ah bah oui, mais il y a l'intime conviction. Elle a été condamnée sur le principe de l'intime conviction. Mais l'intime conviction repose sur des éléments objectifs. Ça repose sur des éléments objectifs. C'est-à-dire, c'est vrai que ça existe, intime conviction. Je peux dire, je suis persuadée que vous avez volé l'orange de mon voisin. Voilà, j'en ai l'intime conviction. C'est vrai que en droit, ça existe. Mais je ne peux pas dire, je suis persuadée que vous avez volé. Je ne sais pas quoi, hein, mais vous avez volé, j'en suis sûre. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pas l'intime conviction. Ça, c'est une condamnation politique qui fait honte à la Côte d'Ivoire.